Merci, merci Alain. Monsieur le modérateur, c'est surtout un plaisir pour moi d'avoir la chance et l'honneur de discuter de ça. Alors, j'ai tâché de ne pas me faire prendre par le temps comme la dernière fois. De quoi parle-t-on en termes de choc cardiogénique? Je vous ai mis cette diapositive-là qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui vous montre que clairement, même si on remplit les critères de la définition du choc cardiogénique, on est dans un continuum de gravité qui va d'un choc finalement qui peut avoir du bas débit cardiaque, un peu de lactate, mais qui ne va pas nécessiter d'inotrope, à quelqu'un qui a un traitement médicamenteux extrêmement complexe avec un inotrope, un vasopresseur, voire deux, et qui définit plutôt ce que l'on appelle le choc réfractaire, qui est cette forme frontière qui va beaucoup nous occuper parce que finalement la discussion c'est les médicaments versus les médicaments et les machines ou les machines. Alors clairement, en termes de médicaments, on va surtout parler de catécholamine et puis de médicaments qui sont un petit peu différents aussi. Mais clairement, lorsqu'on a un état de choc, et notamment un état de choc réfractaire, il est bien défini par l'incapacité à répondre à un traitement. Et ça, je crois que ce critère évolutif, il est très important. Il est montré dans ce papier qui n'est pas non plus un papier extraordinaire, mais qui montre que lorsqu'on ne répond pas, et là c'était simplement en termes de pression artérielle, à une stimulation catécholergique importante, on a un mauvais pronostic. Ça paraît extrêmement trivial comme message, ça n'est pas si trivial que ça. Ça veut dire que, en définitive, si vous mesurez et que vous regardez les faits et que votre traitement ne marche pas, ben, il va falloir probablement discuter d'un certain nombre d'autres choses. Alors pourquoi le traitement ne marche pas? Ben parce que peut-être les cardiomyocytes sont désensibilisés, parce que vous avez un médicament qui empêche que la stimulation adrénergique soit efficace, comme les bêta-bloquants, ou simplement parce qu'à l'heure actuelle où vous prenez en charge votre patient, il n'y a plus de myocarde à stimuler. L'infarctus, par exemple, est trop gros, où il est totalement sidéré, totalement hibernant et rien ne répond. Et là, il faut se poser des questions parce que probablement on a dépassé le stade des médicaments. Alors, il y a des avantages à utiliser les médicaments, mais il y a des désavantages potentiels, que ce soit avec les vasopresseurs ou avec les inotropes. Donc, dans un état où le cœur est défaillant, où les résistances sont théoriquement augmentées, effectivement, utiliser un vasopresseur pour augmenter la poche de charge pourrait paraître illogique. En termes pratiques, globalement, c'est très rare que l'on arrive à augmenter la poche charge de façon tellement importante que l'on va obérer le fonctionnement cardiaque. Et si on fait ça, c'est une erreur, on va dire, thérapeutique. Mais clairement, si on arrive à faire ça, on va diminuer encore un petit peu plus le flux et diminuer la pression de perfusion et les perfusions d'organes. Je vous montrerai qu'avec la Noradré, par exemple, ça n'est pas le cas. On peut augmenter grâce aux catécholamines, notamment les inotropes, la consommation en oxygène du myocarde, et donc soit exacerber l'ischémie si elle reste, une ischémie résiduelle, on a pu réouvrir une artère mais il peut avoir de l'ischémie résiduelle, et puis surtout en induisant une tachycardie, on va à la fois faire dépenser de l'énergie inutile au myocarde, qui va battre plus vite, plus fort, mais finalement ne va pas être très efficient, et on va réduire le temps diastolique, ce qui va encore potentiellement réduire la performance myocardique. Et vous savez que la plupart de ces médicaments, en tout cas ceux qu'on utilise, les catécholamines, marchent en augmentant le calcium intracellulaire et que ça, c'est une façon de faire de la cardiomyopathie qui donne à la fois des arythmies, mais aussi des lésions tissulaires potentiellement définies. Donc il y a un côté, un dark side des vasopresseurs. Et lorsqu'on les utilise, on sait que eh bien, il y a des choses que l'on mesure, que l'on voit. Vous mettez de la Noradré, la pression artérielle va augmenter. Vous mettez de la dobutamine, l'index cardiaque va augmenter. Mais il y a un certain nombre de paramètres qui ne sont pas si facilement appréciables que ça et dont il faut tenir compte. Les effets proprement dits sur la fonction cardiaque, par exemple, on pourra voir, je ne vous ai pas mis là, des papiers expérimentaux que l'adrénaline ou le débit cardiaque augmente, mais essentiellement parce que la fréquence cardiaque augmente. Mais la performance myocardique elle-même, sur la mesure par des outils un peu plus complexes, n'augmente pas. Puis on ne sait pas bien, en tout cas, on ne sait pas mesurer facilement un VO2 parce qu'il faut un prélèvement dans le sinus coronaire et ça, on ne le fait pas. Et donc toutes ces choses-là, la charge calcique, les modifications structurales, les effets immunologiques des traitements, on ne sait pas les mesurer. On ne sait pas au sens, on ne peut pas et on ne sait pas. Alors, premier médicament, parce qu'on va commencer, on va dire, avec une pensée de réanimateur, c'est un choc, il y a de l'hypotension, on va remonter la pression artérielle.
Eric vous a bien montré ce schéma. Ce schéma vous dit qu'il y a de la vasoplégie dans ces états d'ischémie-reperfusion, d'autant plus que l'on sait qu'en général, dans la plupart des séries, plus de la moitié des patients qui ont un choc cardiologique ont fait un arrêt cardiaque. Donc, ce sont des gens qui ont vraiment des syndromes d'ischémie-reperfusion. Il y a de la vasodilatation, il y a donc nécessité de toute façon d'avoir un vasopresseur. Alors, il y a un certain nombre de questions sur l'utilisation des vasopresseurs. Lequel peut-on ou doit-on les utiliser seuls ou leur associer un inotrope? Quel niveau de pression artérielle? Quel niveau d'index cardiaque? Quel niveau de SO2? On n'a pas la réponse à tout ça. Quel monitoring? Là, on a parlé tout à l'heure. Et puis toujours, cette éternelle question, qui est une question à l'heure actuelle, c'est quand doit-on passer d'un traitement médicamenteux à un traitement d'assistance mécanique, notamment à l'ECMO. Alors celui-là, 3 secondes, la dopamine, vous oubliez, c'est bon nulle part, mais c'est surtout pas bon dans le choc cardiogénique. Vous connaissez cette étude de Daniel de Backer. Le seul groupe défini a priori dans lequel la dopamine montrait des effets délétères, c'est le choc cardiogénique, notamment tachycardie et augmentation des arythmies. Donc vous oubliez la dopamine, quelle que soit la dose à laquelle vous voulez l'utiliser. Après, finalement, la pharmacopée en termes de vasopresseurs, elle n'est pas extrêmement abondante. On va ne pas utiliser probablement les médicaments qui n'ont que des propriétés vasoconstrictrices. Donc on va plutôt oublier la phényléphrine et la vasopressine, bien que la vasopressine ait été utilisée dans cette indication, mais elle s'est montrée plutôt moins efficace que la noradré. On avait fait cette étude il y a assez longtemps. Ce sont des patients en choc cardiologique, pas d'origine ischémique, des cardiomyopathies, etc. Et on s'aperçoit que lorsqu'on compare l'adré à l'association noradré-dobu, eh bien, l'effet sur la pression artérielle est le même, l'effet sur l'index cardiaque est le même. Par contre, on s'aperçoit que l'adrénaline augmente de façon importante la fréquence cardiaque et que c'est donc principalement le mécanisme par lequel elle va augmenter le débit cardiaque et que la noradrénaline, comme on le voit assez souvent, n'a pas d'effet. Il y a plutôt une tendance à avoir une fréquence cardiaque qui va diminuer. Et puis on retrouve ce que l'on sait de l'utilisation de l'adrénaline, c'est que ça fait augmenter le lactate. On peut même en rester là. Si vous voulez utiliser, je vous le recommande, le lactate et l'évolution du lactate sous traitement dans le choc cardiologique, n'utilisez pas d'adrénaline parce que, quels que soient les mécanismes par lesquels l'adré fait augmenter le lactate, elle va vous empêcher de suivre dans les premières heures l'évolution de la lactatémie. Donc, plutôt, on va dire quelque chose qui n'est pas très positif. Alors, deuxième vasopresseur qui est la noradrénaline, et je vous montre juste ce papier pour, entre guillemets, vous mettre en confiance, mais je crois qu'il n'y en a pas besoin, sur l'utilisation de la noradré dans le choc cardiogénique. C'est un médicament que l'on peut utiliser. Et dans cette étude, on avait pris des patients en choc cardiogénique reperfusés après infarctus du myocarde, qui avaient une contre-pulsion, c'était ce que l'on faisait à l'époque, qui restaient en choc relativement sévère, sous vasopresseur. Et on avait augmenté la noradré pour passer de 65 à 85 mm de mercure de pression artérielle moyenne, ceci pendant 1 heure. Et on s'apercevait donc, il fallait quand même augmenter de façon relativement importante la noradré. On passait de excusez-moi, genre 0,4 à 0,8 microgrammes kilo par minute. La fréquence cardiaque ne changeait pas, et ça c'est très très important. L'index cardiaque, en augmentant la noradré, augmenté. La puissance cardiaque, dont vous a parlé Eric tout à l'heure, augmenté. Et puis le corollaire métabolique, la SO2 augmenté. Donc au moins, dans cette expérimentation qui n'a duré qu'1 heure, donc on ne peut pas faire de projection, l'utilisation de la noradré s'est plutôt révélée extrêmement safe, avec des propriétés qui se rapprochent de celles d'un vasopresseur et inotrope, un inopresseur, on va l'appeler comme ça. Et puis pour terminer sur la comparaison adré-noradré, pour terminer, peut-être pas ce que j'espère vous le représenter l'année prochaine dans la session des études multicentriques. On avait fait une étude multicentrique dans l'infarctus du myocarde choc cardiogénique, noradré versus adré en double aveugle, donc on ne savait pas ce qu'on perfusait. Les résultats préliminaires, l'étude a été arrêtée sur préconisation du comité de surveillance parce qu'il y a beaucoup plus de chocs réfractaires dans le groupe adré que dans le groupe noradré, 39 versus 13%. Les données sont en train de finir d'être analysées. L'année prochaine, à la même heure, je pense qu'on aura les résultats définitifs en termes de hémodynamique, effets secondaires, il y avait une Swan-Ganz, etc. Donc on aura un petit peu plus d'explications, y compris des explications biologiques, pour éventuellement expliquer ce résultat.
sur le côté réfractaire du choc. Alors, on avait fait des recommandations, hein, tout le groupe que vous voyez là d'experts de différentes sociétés. Et finalement, on avait dit, par analogie avec le choc septique, qu'une pression artérielle moyenne de 65 pouvait être recommandée et qu'il fallait utiliser la noradrénaline pour restaurer la pression de perfusion. Éventuellement, on n'avait pas fermé la porte à l'adrénaline avec les limites que vous voyez là. Et on pourra peut-être compléter cette conclusion lorsqu'on a les résultats de l'Optima-CC. En ce qui concerne les inotropes, vous savez que les inotropes marchent par différents mécanismes d'action. Donc la dobutamine, par exemple, les bêta-1 agonistes, c'est un signal qui passe directement par un récepteur qui est ici et qui active un deuxième signal. Mais il y a d'autres mécanismes d'action. Les inhibiteurs des phosphodierstérases, comme leur nom l'indique, inhibent la phosphodierstéase de type 3 qui empêche la recapture de l'AMP cyclique. Donc c'est quelque chose qui marche après le récepteur. Ça a donc un intérêt potentiel lorsque le récepteur est désensibilisé. La même chose pour la stimulation alpha, c'est de l'augmentation du calcium, donc ça passe par un récepteur. Et puis le médicament qui a un mécanisme d'action aussi un petit peu original, qui est le lévosimendan, que vous connaissez aussi probablement. Ce médicament est un agoniste calcique, un sensibilisateur calcique, pardon. C'est un médicament qui va favoriser l'interaction entre la troponine et la myosine. C'est un médicament qui marche aussi bien après le récepteur et qui n'a pas tous les effets négatifs éventuellement de l'activation des récepteurs bêta, mais qui en a aussi un certain nombre d'autres. Alors je vais montrer cette étude qui a comparé les effets de la dobu, d'un bêta-1, d'un inhibiteur des phosphodierstérases et de la noradrénaline chez des patients en choc cardiogénique. C'est une étude finalement qui est assez intéressante. Si vous regardez la dobutamine, on retrouve ce que l'on sait des propriétés pharmacologiques. C'est ça augmente la fréquence cardiaque, ça fait un petit peu diminuer les pressions de remplissage et ça augmente de façon intéressante l'index cardiaque en faisant diminuer le lactate. Les inhibiteurs des phosphodierstérases font aussi diminuer les pressions de remplissage, hein, c'est leur effet un petit peu vasodilatateur, et il y a une petite variation sur l'index cardiaque. Et la noradré utilisée en première intention chez ces patients-là remplit son rôle de vasopresseur, augmente la pression artérielle, augmente les résistances et n'a pas d'effet ni positif ni négatif sur l'index cardiaque. Donc clairement, premier schéma thérapeutique, on voit bien que l'on peut associer noradré pour le côté vasopresseur, dobutamine éventuellement pour le côté inotrope et que l'on va pouvoir jouer à la fois sur le côté résistance et sur le côté inotropisme cardiaque. Alors finalement, ils ont aussi fait la microcirculation. Il n'y a pas grand-chose à dire, même s'il y a un petit signal avec l'énoxymone. Vous regardez, hein, les courbes sont quand même... Il y en a une partie vers le haut, une partie vers le milieu, une partie vers le bas. C'est toujours les mêmes résultats en termes de microcirculation. C'est assez difficile de donner un message. Il y avait un petit signal en faveur de l'énoxymone. Alors l'énoxymone, ça n'est plus très utilisé. Il y avait encore quelques recos pour le post-chirurgie cardiaque. L'ennui principal de l'énoxymone, c'est très vasodilatateur. C'est un peu moins tachycardisant, surtout ça a une demi-vie très longue. Et donc, lorsqu'on l'a commencé, il faut éventuellement en payer un petit peu les effets secondaires. Mais si vous l'utilisez bien, c'est-à-dire chez un patient qui a un bas débit cardiaque et qui a des pressions de remplissage élevées, logiquement, le traitement doit bien se passer. Le lévosimendan, c'est un médicament qui a comme propriété de marcher directement, mais aussi son métabolite qui persiste 7-8 jours est efficace. Donc quand vous faites ce que l'on appelle une cure de lévosimendan, 24 heures de lévosimendan, pendant 7 à 8 jours, si ça marche, vous avez un effet. Et puis un certain nombre d'effets relativement intéressants qui ont été montrés. Très peu d'études sur le lévosimendan dans le choc cardiogénique, que des cas cliniques rapportés. Ça, c'est une étude historique. C'est des patients en choc réfractaire, traités par adrénoradré, dobu, contrepulsion, on rajoute du lévosimendan et in fine, par rapport à un groupe rétrospectif, on trouve une amélioration de la mortalité. Vous voyez, on en est là au niveau de preuve. Donc zéro preuve pour le lévosimendan et quelques arguments sur la fonction ventriculaire droite. Je ne vais pas détailler pour ne pas dépasser mon temps. En gros, il y aurait un certain tropisme aussi pour le côté droit du ventricule. Finalement, ça paraît logique, hein. Je vois assez mal un médicament marcher à gauche et à droite, donc il y a plutôt un effet relativement intéressant sur ce qu'on appelle le côté droit. Alors, quelles sont les recommandations? Celles des experts français, la RFE. La dobutamine, première intention pour traiter le débit cardiaque. IPDE, lévosimendan, jamais en première intention, à moins que, éventuellement, on soit dans un cas de choc réfractaire qui ne nécessite pas d'ECMO, où il n'y a pas d'indication d'ECMO, ou alternative potentiellement intéressante, si les médications par catécholamine comme la dobutamine
peuvent ne pas marcher, c'est-à-dire par exemple les bêta-bloquants, un patient insuffisant cardiaque traité par un bêta-bloquant, il paraît logique de le traiter par un médicament qui bypasse le récepteur et qui agit un petit peu plus en aval. Alors en pratique, je vais essayer de terminer avant la 14e seconde, ça je vous l'avais déjà dit, on débute en général plutôt doucement, et ce qui est intéressant, parce que normalement cette diapo-là elle va rester, c'est de titrer et de mesurer. Donc vous devez faire de l'hémodynamie, quelle qu'elle soit, mais qui prend au moins une mesure d'index cardiaque, de SVO2, de lactate. Vous faites le avant, le après, et toute l'interrogation, elle est là derrière, c'est ça marche ou ça marche pas. Le patient est répondeur ou n'est pas répondeur, et dans ce cas-là, on peut éventuellement discuter d'une indication d'assistance cardiaque. C'est simple, et Alain nous en reparlera pour le malade qui est en train de se cracher, très tachycarde, très acide, bas débit, marbré, signe de souffrance viscérale, on ne discute pas 3 ans, et un peu de noradré d'obus pour qui ne meurt pas en attendant la pose de l'ECMO. Après, chez les autres patients, eh bien, écoutez, je suis plutôt quelqu'un qui dit il faut monitorer les patients, il faut surveiller, il faut regarder et regarder un petit peu ce que fait son traitement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.